il y a exactement un an, la Tunisie était secouée par ce qu'on allait appeler plus tard dans l'année le printemps arabe. C'est en Tunisie que tout a commencé, le 17 décembre, quand Mohamed Bouazizi, un jeune vendeur de légumes de 26 ans, s'est immolé par le feu parce que 2 agents municipaux lui avaient saisi sa charrette. C'était son seul revenu, le seul revenu de sa famille. Les manifestations qui ont suivi ont rapidement pris de l'ampleur et le 27 décembre, il y a un an jour pour jour, elles atteignaient Tunis, la capitale. Et pour revenir sur ces événements ce matin avec nous, le journaliste au Journal de Québec, Tayeb Moualla, lui-même tunisien. Bonjour Tayeb. Oui, bonjour Jean-Thomas. Tayeb, parlez-nous du contexte qui prévalait en Tunisie avant que le jeune Bouazizi s'immole. C'est un contexte de grogne sociale assez important où on a un divorce entre l'élite politique puis le peuple, mais qui était très difficile à percevoir. Vous savez, on dit toujours dans une dictature tout va bien jusqu'au dernier quart d'heure, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment être un observateur attentif de la scène politique tunisienne pour déceler ce vent de révolte qui s'en venait, et pour dire que malgré le régime policier, les gens allaient se soulever. Beaucoup n'y croyaient pas, beaucoup étaient devenus fatalistes en disant que de toute façon le peuple tunisien particulièrement avait trop peur, ce qui n'est pas faux, et qu'il ne se soulèvera jamais. Mais cette grogne sociale, il y a eu l'illustration avec Bouazizi, là vous venez d'en parler, que c'est immolé par le feu, et ça s'est embrasé après partout dans le pays. Mais quelle était la vie au quotidien pour les Tunisiens, la majorité des Tunisiens? Est-ce que la pauvreté est importante, le chômage? Le chômage, oui, particulièrement des jeunes diplômés. Il y avait une paupérisation de la classe moyenne, donc la classe moyenne qui commençait à être frappée dans le portefeuille, alors que le contrat social avec le régime est non écrit, là, ce contrat-là, mais il était assez évident. C'était on va vous assurer une prospérité économique, puis en contrepartie, toutes les questions liées aux élections libres, à la liberté d'expression, vous vous occupez pas de ça. Et ça a tenu pendant plusieurs années, parce que économiquement, ça allait relativement bien. Relativement bien, c'est évident que je compare par rapport au reste du monde arabe, du monde musulman qui entoure la Tunisie, ça allait relativement bien. Donc, il y a eu cette crise économique, du coup, ce contrat non écrit, il tombait de facto parce que même ce régime-là, policier et tout ça, n'arrivait plus à tenir son bout du contrat. Il y avait cette paupérisation galopante de la classe moyenne, puis l'illustration, encore une fois, ça a été le cas Bouazizi, mais ça aurait pu être un peu avant, vous savez. Oui. On n'en parle pas beaucoup, mais 6 mois avant que Bouazizi soit immolé par le feu, il y a eu un autre cas dans une autre ville à Monastir, à Tslem Trimch, qui s'est également immolé par le feu, qui est mort, mais probablement c'est lié à la géographie, parce que c'était dans une ville côtière relativement prospère, ça n'a pas pris. Donc cette révolte-là a été rapidement circonscrite, mais pas dans le cas de Sidi Bouzid, qui est une ville plus pauvre, une ville du centre du pays, où il y a aussi un historique de contestation, il y a une présence massive du syndicat tunisien, et qui a permis que les choses n'en restent pas là. Donc, selon vous, c'est peut-être pour ça que cet événement-là, qui aurait pu être isolé lui aussi, a plutôt été un détonateur. Oui, je crois que le lieu où ça s'est passé est primordial. C'est-à-dire un endroit où vraiment c'est un endroit qui a toujours été oublié du développement. C'est pas une région côtière où il y avait le tourisme plus. C'est une région plus agricole, une région qui vivait de plein fouet un oubli du développement depuis ça. C'est les oubliés du développement depuis des dizaines d'années. Là, ça ne datait même pas du président Ben Ali. Là, ça datait probablement de l'indépendance du pays dans les années 50. Là, ça faisait des dizaines et des dizaines d'années que c'était des régions totalement oubliées par le pouvoir central. Vous parliez des jeunes diplômés au chômage tout à l'heure. On a dit de Mohamed Bouazizi qu'il était un jeune diplômé chômeur, qu'il s'était fait saisir sa charrette parce que il avait refusé de donner des pots de vin aux agents municipaux. Il y a beaucoup de mystères encore un an après qui entourent cet événement-là. Il y a une légende qui a été créée autour de Bouazizi. C'est-à-dire que le fait et ce qu'on sait, c'est que effectivement, il s'est immolé par le feu à cause de tout ce désespoir, à cause de toute cette injustice sociale. Ça va de soi, c'est admis par tout le monde. Par contre, les détails de ce qui s'est passé ce fameux 17 décembre 2010, est-ce que vraiment il a été giflé
par la policière municipale. Beaucoup doutent de cette version-là. Elle-même, la policière a nié. Il y a eu quelqu'un à un moment donné qui a confirmé, mais la plupart du monde on nié avoir jamais vu la policière gifler Bouazizi. Il y a eu au tout début, on disait c'est un diplômé chômeur. Or, on a découvert qu'il avait juste un secondaire, là, qu'il n'était pas diplômé d'université. Donc, toute une légende s'est créée. Il y a même des syndicalistes qui ont reconnu que pour pouvoir toucher différentes tranches des Tunisiens. Donc, on a inventé que c'est un diplômé chômeur pour toucher des gens plus instruits. On a inventé la gifle pour toucher des gens plus qui peuvent être choqués, très choqués qu'une femme ose gifler un homme. Donc, en gros, oui, il s'est immolé par le désespoir, il n'y a aucun doute. Mais après ça, toute une légende s'est créée autour du Kouabouazizi. Mais si ça a entraîné les manifestations qu'on a connues et l'effet domino qu'on a connu, c'est qu'il y avait une grogne latente, il y avait un problème. Oui, il y avait une grogne, mais si on reste maintenant juste au niveau journalistique, vous savez, dans une guerre, la première victime est la vérité. Et nous, on était dans l'équivalent d'une guerre, une guerre du régime contre son propre peuple. Et la vérité a été manipulée, et pas seulement du côté de la dictature. Ça, il faut en être conscient. Là, il y a eu une série je me souviens, l'année dernière, là, pendant un mois, les rumeurs là les plus incroyables sortaient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de répression. Au contraire, on a eu l'équivalent de 300 morts là. Ouais. Mais s'il fallait s'il fallait faire la comptabilité à partir de la rumeur, là, je pense qu'on avait 30 000 morts, là, ce qui n'est pas vrai. Oui. Et est-ce que vous auriez cru, vous n'avez pas vécu en Tunisie depuis les 10 dernières années, mais auriez-vous cru ça possible un jour? Je l'espérais, disons. Il y avait des jours où je disais oui, c'est évident, ça va se passer demain matin, puis d'autres jours, on me disait non, t'es fou, t'as rien compris, c'est pas possible. Le peuple tunisien est connu pour être toujours d'accord avec son gouvernement. Il se soulèvera jamais. C'est trop risqué. Disons que je l'espérais. Je l'espérais secrètement puis publiquement là, mais ça a fini puis ça s'est passé assez la vitesse là. On a attendu 23 ans de dictature, mais il y a eu en même pas un mois là entre le 17 décembre 2010 puis le 14 janvier 2011. Puis ça a fini, on a fini par nous débarrasser de cette dictature-là. Et vous n'êtes pas retourné en Tunisie après votre départ pendant presque 10 ans, de 2001 à 2010, en raison de la dictature? Oui, absolument, mais mes articles particulièrement déplaisaient en haut lieu. Donc pendant 9 ans, je n'ai pas pu rentrer. Puis quand je me suis décidé à rentrer en 2010, donc avant même tous ces événements-là, à l'été 2010, évidemment, j'y allais à mes risques et périls, en sachant que quelques années auparavant, ma famille a eu beaucoup de problèmes à cause de moi, à cause de mes écrits, et que je rentrais. Moi, l'information que j'avais, c'est que mon statut au ministère de l'Intérieur, le fameux ministère de l'Intérieur, là, était jusqu'à 2 mois avant mon retour, était recherché. Donc, je savais que je risquais de gros ennuis en Tunisie. Et finalement? Finalement, j'ai été suivi pas mal les premiers jours. J'ai été interrogé pendant quelques heures à la sûreté de l'État, donc ça c'est l'équivalent de la police politique. Puis il y a quelques anecdotes là. Il y a eu même un de ceux qui m'a interrogé. Ils l'ont fait très poliment. Hein. Il n'y a pas eu j'ai été beaucoup plus chanceux que beaucoup de personnes qui ont été torturées, emprisonnées et tout ça. Donc moi, j'imagine que mon statut de journaliste au Québec a dû aider. Donc d'ailleurs, parmi les anecdotes, il y a une des personnes qui m'a interrogé qui se croyait plus intelligente que les autres, qui m'a dit « Ah oui, vous couvrez l'Assemblée nationale du Québec, le premier ministre c'est Jean Charest, puis c'est lui qui est pour l'indépendance du Québec. » Donc il a fallu que je lui fasse un cours 101 de politique québécoise. J'en ai parlé sur mon blog, là, mais je leur ai fait comprendre que s'ils devaient m'arrêter, que ça ferait du bruit au Québec. Puis que il y a de bonnes chances qu'on en parle au Québec, ça cause quelques ennuis. De toute façon, c'était ma seule arme. Là, je n'avais pas d'autre arme que la médiatisation. Revenons au printemps arabe, au premier balbutiement, il y a un an. Un an plus tard, est-ce que les choses ont vraiment changé ou est-ce qu'on en est dans cette progression démocratique, si je puis dire? Il y a eu des élections le 23 octobre, ce qui est très bon signe. Il y a une certaine libéralisation des médias, malgré beaucoup
même si j'ai beaucoup de griefs sur ce processus-là, même s'il y a quelques manquements, il y a des reculs de temps en temps, ce qui est le propre de révolution. Malgré ça, je suis assez optimiste. Je sais qu'on donne toujours l'exemple des les islamistes qui sont arrivés au pouvoir, puis tout le risque là que ça engendrerait pour la démocratie, pour les libertés publiques. Moi, je demeure malgré tout assez optimiste. Je crois que le peuple s'est prononcé de façon libre et démocratique. Après ça, là, c'est le peuple qui choisit ses élus. Il y a 37% des voix qui sont allées au mouvement Nahda, le mouvement islamique tunisien. Il y a quelques partis qui sont plus réputés séculiers de centre-gauche qui font partie de la coalition qui est actuellement au pouvoir. D'autres partis qui sont également séculiers de gauche qui ont choisi de faire partie de l'opposition. Donc je crois que c'est très sain pour la démocratie naissante tunisienne, tout en restant évidemment aux aguets parce que le processus est loin d'être achevé et parce que les risques de demeurent là, même si fondamentalement je ne peux pas croire qu'on retomberait dans une dictature. 2012 sera donc une année très importante aussi pour la Tunisie. Absolument, absolument. C'est connu là dans l'histoire des révolutions dans le monde. Là, les premiers mois, les premières années, c'est ça qui déterminera l'avenir du pays pour les dizaines d'années d'après. Ça va de soi. Il faudra toujours rester vigilant. Mais j'ai bon espoir. Tayeb Moala, journaliste au Journal de Québec et tunisien. Merci Tayeb. Merci beaucoup, Jean-Thomas. Au revoir. Merci, au revoir.